C'est un verdict tout à fait sévère, particulièrement rigoureux, puisqu'on est allé au plafond de la peine encourue. D'abord, le revirement qu'il y a eu, c'est que d'une décision de relax intervenue il y a 2 ans, on est passé au principe de culpabilité et on a appliqué le maximum de la peine prévue en pareille infraction. Je trouve tout simplement que c'est ahurissant, mais c'est dans l'échelle des peines. Voilà, c'est prévu par la loi. Bien sûr que c'est prévu par la loi. Ça se passe régulièrement devant naguère les tribunaux correctionnels où ceux qui étaient reconnus coupables des infractions relatives aux stupéfiants prenaient des peines criminelles, je dirais. Et la Criette a déjà inauguré sa jurisprudence puisqu'il y a quelques jours en arrière, des présumés coupables et déclarés coupables de trafic de stupéfiants ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Ce n'est pas inédit. Alors, Maître Alain Oronla, est-ce que dans les tests, les lois qui régissent notre appareil judiciaire, est-ce qu'il est prévu qu'on puisse connaître d'une affaire sans la présence du prévenu? Heureusement que la chose est possible. Sinon, comment jugerait-on la plupart des prévenus ou des mises en cause qui se soustraient à l'œuvre de justice? Suffirait-il d'être en dehors du territoire, d'échapper par exemple à un mandat de dépôt ou à un mandat d'arrêt pour ne pas être jugé? La loi l'a prévu depuis très longtemps. Il y a des jugements par défaut, c'est prévu par le Code de procédure pénale. Il y a des jugements par contumace, ça c'est généralement devant la cour d'assises qu'on vient de supprimer. Donc la loi permet effectivement que les mises en cause soient jugées en leur absence. Alors, le jugement qui a eu lieu hier, c'est quel type de jugement fondamentalement? Alors, quand vous lisez les dispositions du Code de procédure pénale, c'est un jugement réputé contradictoire. Le jugement contradictoire, c'est lorsque le mis en cause comparaît, est entendu, présente ses éléments de défense, assisté éventuellement de ses conseils. On dit que ce jugement est contradictoire, c'est-à-dire que le mis en cause a été en mesure de présenter ses observations et sa défense. Lorsque, pour une raison ou une autre, et dans des cadres bien déterminés, le mis en cause ne se présente pas, le jugement pourrait être par défaut ou par contumace si on est devant une cour d'assises, c'est-à-dire que le prévenu aurait brillé par son absence, mais dans le cas spécifique de ce qui s'est passé hier, le jugement est réputé contradictoire puisqu'il a été donné à la suite de précautions que le tribunal a prises en exigeant la comparution du prévenu qui a choisi l'axe de défense de ne pas se présenter. Donc la nature de ce jugement, c'est qu'il s'agit d'un jugement réputé contradictoire avec les mêmes effets quasiment qu'un jugement contradictoire, c'est-à-dire tout se passe comme si la personne était présente parce qu'on l'a invité à se présenter suivant une certaine procédure, et sauf que la personne ne présente pas des éléments pour sa défense et donc accroît le risque de condamnation parce que, comme on dit, les absents ont souvent tort. Mais lorsque on peut juger quelqu'un sans forcément qu'il soit présent à la cour, sans qu'il soit forcément là et que c'est prévu par la loi, d'où vient alors ces différentes polémiques? On a entendu même des techniciens du droit, des avocats, qui ont dit mais que ce qui s'est passé, qu'ils n'ont jamais vu ça. D'où est-ce que ça vient justement cette polémique ou cette, je vais dire, incompréhension? On va dire que ça participe de la stratégie et de la rhétorique. On peut peut-être sur le plan des idées, le plan philosophique, ne pas comprendre ce qui se passe. Mais les dispositions en la matière sont très claires. C'est vrai, qu'en toute matière, c'est-à-dire quelle que soit la peine encourue, je parle du pénal, quelle que soit la peine encourue, le mis en cause ou le prévenu peut demander à se faire représenter et à être jugé en son absence. C'est prévu par notre Code de procédure pénale. Vous observerez que le Code dit peu, c'est-à-dire que c'est une requête qui est formulée et il revient à la juridiction saisie. C'est bien marqué dans les dispositions de l'article 428 de notre Code de procédure pénale que le tribunal peut exiger, toutefois exiger, la comparution personnelle du mis en cause. Pourquoi? C'est prévu dans le Code de procédure pénale. Bien sûr que c'est prévu, que le tribunal peut exiger. Je vais vous dire, la chose est même possible dans des matières qui ne sont pas pénales. Je veux dire, par exemple, en matière de divorce, il y a une phase obligatoire où les parties doivent comparaître pour la régularité de la procédure et que lorsque l'une des parties ne comparaît pas, on peut effectivement prendre défaut.
En matière même commerciale, il peut arriver que pour la manifestation de la vérité, la juridiction exige la présence de la personne pour vérifier que c'est elle-même qui déclare ci ou ça, etc., avant de prendre sa décision. Ça l'est encore plus en matière pénale, puisque là, il s'agit d'un risque de prononcer des peines privatives de liberté et qu'on juge non seulement les faits, mais on juge aussi la personne mise en cause. Le tribunal peut estimer qu'en regardant la personne droit dans les yeux, elle saura où se trouve la vérité et que la personne mise en cause est finalement la seule à même de fournir des explications. Donc, le tribunal répressif a le pouvoir, la faculté de permettre que la personne ne se présente pas et a le pouvoir d'exiger sa comparution. Je rajoute en disant que même un simple témoin, même un simple témoin peut être invité ou convoqué à déposer. Et que si le témoin se soustrait à cette invitation du tribunal, on peut décerner un mandat, on peut l'y contraindre. Je vous parle d'un témoin qui n'est pas mis en cause. A fortiori, la personne mise en cause se trouve parfois dans l'obligation de comparaître et lorsqu'elle ne le fait pas, effectivement, c'est un peu brutal, mais la juridiction a tout de même la faculté et le pouvoir de se prononcer en son absence sans des éléments véritables de défense qui auraient peut-être pu permettre de nuancer le verdict. Mais là, est-ce que la procédure n'est pas biaisée? Écoutez, j'ai vu cette polémique. La procédure n'est pas... On ne peut pas en l'état dire que la procédure est biaisée dans la mesure où la juridiction qui convoque est légale, elle est constitutionnelle. D'accord ? Elle a été instituée par une loi, déclarée conforme à la Constitution, proclamée. La juridiction a été installée et elle exerce son activité. Si on renvoie, puisque c'est du cas de Sébastien Javon dont il s'agit, de manière anachronique, la connaissance de ce dossier à cette juridiction, ce n'est pas en étant absent qu'on peut faire le débat. Moi, je ne suis pas partisan de la politique de la chaise vide. Chacun évalue ses risques, mais je pense que mes confrères de la défense ont une ligne hasardeuse qui s'est révélée dramatique. Parce que si vous avez quelque chose à dire, quels que soient les risques encourus, allez le dire et expliquer en quoi. Parce qu'il y avait beaucoup d'astuces pour empêcher... qui sont sortis de la salle. Empêcher cette cour de se prononcer aussi allègrement. La défense se passe bien sûr en alertant l'opinion publique, mais elle se passe beaucoup plus devant la juridiction. J'étais môme, mais j'ai vu, il y a eu des tribunaux d'exception dans ce pays, des tribunaux révolutionnaires que beaucoup d'avocats avaient boudés. Cependant, il y a eu des confrontations où nos aînés sont allés devant ce tribunal, récuser son impartialité, etc., affronter, et ont parfois abouti à des décisions inattendues, spectaculaires, qui vont dans le sens contraire de ce qu'on a pu redouter. Les absents ont souvent tort et je crois que mes confrères qui étaient dans leur rôle ont manqué de courage et de pugnacité et ont péché par le fait que ils sont restés sur un seul argument, celui de représenter coûte que coûte et non pas examiner les autres possibilités qu'il y avait de contrarier que le tribunal, que la Cour verse dans l'injustice et voilà le résultat. Donc, Maître Alain Oronla, pour résumer rapidement, lorsqu'on exige la présence des prévenus afin de mieux mener le débat, on n'invente pas la roue. On n'invente rien du tout. L'exception, c'est d'être jugé en son absence. C'est ça l'exception. Et généralement, c'est quand le mis en cause est en fuite. Quand il a pu s'échapper, par exemple, s'il était dans une détention provisoire ou préventive à la maison d'arrêt, eh bien, on ne va pas attendre de le rattraper avant de juger, et auquel cas on procède. La règle, c'est la comparution, surtout en matière pénale, où il y a la présence du mis en cause qui permet beaucoup de choses, qui permet d'édifier la juridiction. Alors, je sais très bien qu'on est dans un environnement de suspicion ou de spéculation, mais force doit rester à la loi et à la science, à savoir que la polémique instaurée et qui vise à faire accroire
que nos juridictions ont des pratiques malsaines, cette polémique, elle est nauséabonde, elle est contraire à la réalité des textes qui autorisent et donnent pouvoir à la criette d'exiger la comparution du mis en cause. Vous avez parlé du jugement réputé contradictoire, celui d'hier notamment, mais qu'en est-il du jugement par défaut ou encore par contumace? Est-ce la même chose? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le jugement par contumace, comme je vous l'ai dit, la contumace, c'est quoi? C'est le fait pour un accusé, par orgueil, c'est souvent devant la cour d'assises, de refuser de se soumettre à l'ordonnance de prise de corps, c'est-à-dire de se présenter devant la cour d'assises. Ou bien elle est devant la cour d'assises, elle se retire. Eh bien, la décision est rendue par contumace. C'est spécifique à la cour d'assises. Le jugement par défaut, c'est que le mis en cause, qui généralement est en liberté, refuse de répondre à une convocation, refuse de se présenter pour des raisons X et Y. Le tribunal constate que ce mis en cause a été régulièrement convoqué et a décidé de briller par son absence, rend une décision qualifiée de décision par défaut, mais qui a des effets, surtout en matière pénale, qui peut avoir des effets terribles sur la liberté de la personne invitée. Le cas spécifique de la criette, je récuse le terme défaut, il ne s'agissait pas d'un défaut, puisqu'il y a eu une convocation, il y a eu l'épisode de la demande de représentation qui a été rejetée par le tribunal, laquelle a exigé la présence du mis en cause, a fixé une nouvelle date, et je suppose que le procureur spécial a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une nouvelle convocation, qu'on appelle dans notre jargon une nouvelle citation, à laquelle, lorsque le prévenu se dérobe, s'expose à être jugé par une décision réputée contradictoire, en ce sens que le prévenu a été invité, a été mis en mesure et même en demeure de se présenter et décide souverainement de ne pas se présenter ou de se dérober. Donc c'est réputé contradictoire avec les effets que cela aurait pu avoir dans le cadre d'une procédure, on va dire, de principe. Par exemple, des voies de recours spécifiques sont ouvertes lorsqu'il s'agit d'un jugement par défaut, comme par exemple l'opposition, qui peut être examinée, mais dans le cas de la criette, nous savons qu'elle juge en premier et dernier ressort, donc c'est quasiment sans recours, mais techniquement, c'est une décision réputée contradictoire. Contradictoire. Mais vous avez dit tout à l'heure en filigrane que c'est sans recours presque. Pourtant, on a entendu les avocats de la défense hier annoncer qu'ils vont faire un appel à la Cour de cassation. C'est impossible? Je ne sais pas ce qu'on appelle la Cour de cassation, puisque au Bénin, nous n'avons pas, nous avons une Cour suprême. Et la Cour suprême n'est pas un degré de juridiction. Les juridictions de notre ordre donc, judiciaire sont basées sur le principe du double degré. C'est-à-dire que lorsque le tribunal se prononce, on peut saisir la Cour d'appel qui réexamine les faits. Or, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été instituée en étant juge en premier et en dernier ressort. Donc, il n'existe plus aucune autre juridiction sur le territoire national pour réexaminer une deuxième fois les faits. C'est une décision définitive qui ne peut être que déférée devant la Cour suprême pour examiner d'éventuels vices qui affecteraient la manière de procéder, qui affecteraient la sincérité et la justesse de la décision qui a été prise, mais la Cour suprême ne sera jamais là pour réexaminer le fond de ce dossier. Il y a aussi le mandat d'arrêt international décerné contre Sébastien Germain Adjamon qui ne s'est pas présenté, qui serait hors du territoire national. Est-ce que cette disposition-là est légale ou pas? C'est prévu, et c'est généralement ce qui accompagne un jugement par défaut, comme vous dites, ou réputé contradictoire, c'est qu'on estime que la personne s'est soustraite de son jugement et n'entendait pas se soumettre à l'éventuel verdict qui serait prononcé. Et quand il s'agit d'un verdict aussi lourd, un verdict privatif de liberté, les juges sont autorisés par notre arsenal répressif à décerner un mandat d'arrêt. Comme ils auraient pu éventuellement décerner mandat de dépôt si la personne s'était présentée. Donc, le mandat d'arrêt suppose que la Cour présume et préjuge de la volonté du mis en cause de se soustraire à la justice.
Et quelle est la suite, probablement, de cette affaire, alors? Écoutez, bien malin qui saura quelle est cette suite. Je pense et j'espère que mes confrères qui assurent désormais la défense de Sébastien Javon seront un peu plus astucieux, un peu plus inspirés, un peu mieux inspirés et trouveront les voies et moyens pour sortir de cette difficulté. Parce que 20 ans d'emprisonnement, c'est presque la peine de mort pour un homme dans la fleur de l'âge. Et je les invite véritablement à examiner toutes les possibilités, tous les angles pour assurer une meilleure défense que celle qui a été exécutée presque mécaniquement dans le cas d'espèce. Maître, Et les recours extrajudiciaires existent. Et je les invite à examiner la chose avec beaucoup plus d'humilité et de modestie. Maître Alain Oronla, que direz-vous pour conclure cet entretien? Écoutez, que je suis heureux d'avoir été invité, mais malheureux d'avoir à débattre d'un sujet poignant, d'un sujet qui s'apparente à un mélodrame entre Sébastien Javon et, puisqu'on attribue ce qui se passe à l'exécutif, c'est une guerre fratricide qui ne peut pas faire du bien à notre pays. Donc j'invite par votre canal les grands acteurs de cet épisode dramatique à mettre de l'eau dans leur vin et à faire preuve de beaucoup d'humilité pour qu'on mette derrière nous cette guerre fratricide.